allons donc donner la parole à Anne-Marie Armenteras de Saxé et Christian Saout, deux membres du collège de la HAS. Leurs deux interventions vont faire le lien entre les préoccupations présentées aujourd'hui et les actions que la HAS mène et souhaite mener. Elles conduiront vers la table ronde finale résolument tournée vers le futur. Ils ne m'ont pas attendu, mais vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Non mais viens, et vous y allez tous les deux? Non. Oui. Ah, bah, si. Ah bon, d'accord. Christian Saout. D'abord parce qu'on a un défi d'impertinence après ce qui vient d'être dit. Donc non, mais faut qu'on soit deux pour le relever. Après, monsieur, je vous ai vu vous réjouir de l'intervention soudaine de monsieur. Et vous avez crié enfin un peu d'impertinence. Donc, Christian Saout, en tous les cas, était ravi. Vous avez la parole. Merci, madame. Avec Anne-Marie Armenteras de Saxé, nous sommes particulièrement heureux de vous retrouver pour cette contribution qui a pour but de faire le lien entre les apports et les échanges qui sont déjà intervenus et la table ronde qui va suivre. Comme certains d'entre vous le savent, les orientations stratégiques de l'HAS sont en cours d'élaboration. Elles sont déjà assez bien avancées, presque sédimentées, en tout cas en voie d'être parachevées. Et finalement, on s'exprime devant vous au moment où on pourrait essayer peut-être d'articuler un certain nombre des attentes qui sont exprimées aujourd'hui par la société et les acteurs du soin avec le travail à venir. Je prendrai donc avec moi une partie de ces recommandations qui sont en cours de finalisation. Alors, vous vous attendez peut-être à ce que le premier intervenant parle de là d'où il vient, c'est-à-dire du monde des patients et des usagers, mais je vais peut-être commencer par faire un petit pas de côté et par parler des professionnels de santé avant que Anne-Marie le développe de manière plus approfondie tout à l'heure peut-être. Pour vous dire quoi, que évidemment ces professionnels ont des contraintes fortes, on les a mesurées aujourd'hui, la contrainte de temps probablement qui manque pour des ajustements thérapeutiques ou interventionnels les plus complexes, et puis aussi des efforts qui sont à produire de notre part à tous, de la part de la collectivité nationale à laquelle on appartient, pour reconnaître financièrement cette implication dans la pertinence qu'on attend et que l'on réclame d'eux. Mais je voudrais peut-être vous parler de 4 points de confiance qu'on peut avoir dans la médecine pour mettre les professionnels de santé sur la route de l'amélioration de la pertinence. 4 points de confiance, dont le premier, c'est d'abord le serment d'Hippocrate, dont on a aussi parlé aujourd'hui. D'abord, ne pas nuire, ce qui, dans un monde en perpétuelle évolution, réclame une attention de tous les instants pour connaître les meilleurs standards de référence. C'est la condition du maintien de la confiance qui fonde la relation médecin-malade et le dialogue avec le patient autour des choix de pertinence. Le deuxième point, c'est l'évidence-based medicine, cette main courante qui doit voir s'appuyer le soin, mais peut-être une evidence-based medicine intégrant les préférences des patients, au fond, telle qu'elle a été conçue dans les années 70 et non pas réduite à l'évaluation scientifique comme on l'observe aujourd'hui trop souvent, à regret sans doute, parce qu'on laisse faire, par confort ou par paresse. En troisième lieu, l'analyse des pratiques, dont on vient de parler à propos de la césarienne, et qui est toujours une source d'amélioration. Alors, elle est probablement plus facile à résoudre à l'hôpital que dans les maisons de santé, ou à l'hôpital que en médecine de ville, ou encore dans les maisons de santé ou les centres de santé, où il y a des moments qui sont réservés pour des réunions de staff ou des moyens qui peuvent être diligentés pour ce travail. Mais ce n'est pas impossible non plus en ville. Les médecins eux-mêmes l'ont montré il y a bien longtemps déjà avec les groupes Malines, où ils analysaient leurs propres pratiques en qualifiant d'ailleurs le médecin de remède médecin pour prendre une formule qu'ils avaient utilisée, pour s'interroger sur les représentations, les réticences et les motivations, parce que le soin intervient toujours dans un contexte et qu'il faut s'interroger sur ce contexte pour améliorer la pertinence. Mais je crois que le médecin qui est intervenu à l'instant a montré que c'était un mécanisme qu'on pouvait tout à fait retrouver aujourd'hui sous une appellation différente qui est l'évaluation des pratiques professionnelles. Et puis en quatrième lieu, et c'est aussi une branche de l'analyse des pratiques que je souhaite mettre en valeur, la conduite d'une relation d'aide la plus appropriée aux patients qu'on a en face de soi. Trop longtemps, la qualité de la relation a dépendu de l'équation personnelle du soignant, alors qu'il s'agit surtout d'un apprentissage. Alors ça commence à se développer dans les facultés de médecine, où des mises en situation et des jeux de rôle permettent de mieux maîtriser l'entretien médical en vie réelle. Il faut accentuer le travail dans cette bonne voie pour y intégrer la question de la pertinence.
Comme vous le voyez, chacun a sa part de responsabilité, l'université qui forme, les administrations publiques qui organisent et qui régulent, les assureurs publics et privés qui rémunèrent, l'autorité scientifique qui établit les standards de référence et le couple médecin-malade qui peut alors profiter de ces synergies pour se sentir concernés l'un comme l'autre par la pertinence des soins. Si vous voulez bien, maintenant, je voudrais parler du patient, l'autre composante à l'œuvre dans notre meilleur objectif de pertinence des soins. Et je pense qu'il y a 4 points de vigilance qu'on doit avoir et que nous essaierons évidemment de reprendre dans les axes stratégiques de la haute autorité pour les années à venir. D'abord, réduire ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. Il y a bien sûr l'information dans la relation médicale elle-même, et on sait depuis la loi du 4 mars 2002 qu'il s'agit d'une obligation qui pèse sur le médecin. On l'a dit, le temps manque trop souvent, le goût parfois aussi, mais peu importe. On ne peut pas non plus, dans une consultation de ville ou hospitalière, atteindre l'objectif de plus parfaite information du patient en dehors de toute autre considération, comme s'il n'y avait au fond que ce médecin-là, dans cette relation-là, pour accomplir la meilleure information possible du patient. Cet objectif ne peut prospérer que s'il est relevé par tous, par l'État, notamment dans l'enseignement, car on a un retard considérable dans ce pays en matière d'éducation à la santé. Nous savons parler des risques, mais nous ne savons parler que de cela, au fond. Et on sait tous ici qu'en matière de santé, c'est plus souvent une balance bénéfice-risque qui permet à chacun d'évaluer l'intérêt thérapeutique de telle ou telle solution. Et il faut continuer ce qui a commencé à être mis en œuvre autour du service public d'information en santé, santé.fr. Ça doit être le point focal d'une information de référence établie, accessible au sens des meilleurs standards de littératie en santé et construite à partir des usages des patients eux-mêmes et pas simplement comme une traduction des références scientifiques. Si les professionnels de santé eux-mêmes et l'État doivent prendre leur part, la haute autorité de santé doit aussi assumer plus frontalement l'objectif d'information des patients et des citoyens que la loi lui assigne. Il ne s'agira pas pour elle de sortir de son champ de compétences, mais d'apporter par ses concours directs ou indirects une information établie, accessible et co-construite, pour reprendre les 3 qualificatifs auxquels je me suis déjà référé. Il faudra qu'on mette évidemment l'accent sur ces aspects de co-construction, mais vous avez vu que ce colloque aujourd'hui a été co-construit avec un groupe de patients et d'usagers, et il faudra continuer dans cette voie-là. D'abord parce que c'est quelque chose qui doit s'imposer à nous tous, et puis qu'il faut que nous choisissions, y compris avec les patients eux-mêmes, les quelques directions dans lesquelles on innovera dans les années à venir avec leur participation. Il ne faut pas être dans une croyance magique qu'on pourra absolument tout faire. Non, il faut choisir des sujets sur lesquels on peut avancer. Ensuite, on devra prendre notre part dans le renforcement des compétences des patients pour qu'ils prennent la parole plus facilement dans les choix individuels qui les concernent. Vous êtes nombreux ici à savoir que l'annonce de la maladie sidère souvent, que la maladie affaiblit tout aussi souvent et qu'elle abîme parfois. Et comment faire preuve d'autonomie, de réappropriation de son destin de santé dans ces conditions de fragilité qui s'ajoutent parfois aux vulnérabilités sociales éprouvées par certains, en comptant sur un professionnel de santé aguerri à l'écoute, incontestablement, mais aussi en mettant aux mains de nos concitoyens des conduites à tenir dans certaines circonstances. Nos documents en direction des patients pourraient très aisément comporter une annexe conseil du type là où les 2 questions essentielles à poser à votre médecin dans telle ou telle situation, de manière à ce que ce soit plus facile pour les uns et les autres de poser ces questions-là. Le renforcement des compétences des patients, c'est évidemment un objectif, mais c'est aussi une approche conceptuelle, mais c'est quand même beaucoup aussi une dose de bon sens. Et il faut mettre de notre côté les ressources de la pédagogie et de la communication contemporaine pour aider les patients à se poser les bonnes questions en matière de pertinence des soins. On a probablement trop attendu et il faut prendre ce tournant maintenant. À ces 2 invitations, j'ajoute aussi qu'il faut que nous nous mettions à parler des résultats. S'il était acceptable que, partant de loin, nous consacrions de l'énergie à évaluer la qualité des soins à partir du respect des processus, nous devons engager une importante mutation, non pas en abandonnant l'approche par les processus, mais en regardant aussi du côté des résultats, car c'est ça qui intéresse les patients. On l'a encore entendu dans le film qui a été projeté ce matin. C'est ça qu'ils attendent pour pouvoir faire des choix éclairés. 4e et dernière invitation, me semble-t-il, c'est se poser la question de la pertinence. Pourquoi ? Il m'est arrivé récemment de débattre de ce sujet dans une importante institution de la République à laquelle il se trouve que j'appartiens à une demi-journée par semaine, qui est le Conseil économique et social et environnemental. Ça m'a permis de mesurer combien le sujet est l'objet d'échanges passionnés, clivants et qui n'évitent pas la remise en cause.
et notamment celle qu'on nous fait le plus souvent autour du sujet de la pertinence, mais vous nous parlez de pertinence qu'en vue de produire des économies. Alors c'est sans doute la trace d'un péché de jeunesse de la pertinence. Il faut passer à un nouvel âge de cette pertinence. Celle-ci n'est pas là pour faire des économies. La pertinence est là pour l'efficacité, elle est là pour l'efficience. Et si les économies sont au rendez-vous, ce sera en plus, et ce sera évidemment tant mieux. Dans la bouche comme dans l'esprit d'un patient, l'efficacité ne doit pas être un gros mot. C'est tout simplement bénéficier d'un soin approprié à ses attentes personnelles en toute bonne information sur les bénéfices et les risques. Et c'est cela qui caractérise le travail qu'on a tous envie d'engager sur la pertinence. 2 mots encore avant de passer la parole à Anne-Marie pour vous dire que nous voulons continuer ce travail sur la pertinence qui sera présent dans les orientations stratégiques de la HAS avec les valeurs et les stratégies que je viens de rappeler. Ça ne sera pas non plus totalement nouveau, mais ça sera accentué. Nous pouvons le faire parce que nous l'avons déjà fait, comme on vient de le montrer assez récemment dans les stratégies de dépistage du VIH-Sida avec l'arrivée des tests rapides d'orientation diagnostique, ou bien comme on est en train de l'accomplir avec la nouvelle stratégie de dépistage de la trisomie 21. Donc, ensemble, n'attendons pas les Jeux Olympiques de Paris pour aller plus loin, plus haut, plus fort. Faisons-le sans attendre, en mettant les patients autant que les médecins au cœur d'un nouvel âge de la pertinence des soins, dont je vais laisser à Anne-Marie le soin de vous donner les contours pour ce qui la concerne, pour ce qui concerne le collège et nos engagements supplémentaires. Merci Christian. Christian a quasiment tout dit et je voudrais juste, comme il m'y a invité, développer des cibles qui sont des cibles que le collège souhaite atteindre avec les travaux de la Haute Autorité de Santé. 2. La première, l'implication du patient pour qu'il soit partie prenante des choix qui le concernent et pas seulement une fois le choix réalisé. Et la deuxième, la mise en lumière des résultats pour le patient, de ce qui compte pour lui et de ces résultats que les professionnels, les régulateurs du système de santé doivent pouvoir identifier pour mesurer, pour progresser dans la valeur du soin au sens large, tant ce matin qu'après-midi avec Lise Rochex, nous avons entendu cette notion de valeur du soin. Et c'est donc cette double dimension de prise en compte du point de vue du patient sur le résultat de sa prise en charge qui, selon nous, devrait contribuer à éclairer les travaux de la Haute Autorité de Santé en matière de pertinence. Et ceci répond à la question qui est posée par Christian sur le nouvel âge de la pertinence. Il ne s'agit pas d'une rupture, il s'agit d'une évolution et même de la poursuite de cette évolution. Je voudrais juste revenir sur quel est notre raisonnement dans cette évolution. Depuis sa création, la Haute Autorité de Santé a beaucoup centré ses travaux sur la pertinence des actes en matière médicale, pertinence d'un acte de biologie, pertinence d'un acte de chirurgie. Récemment, nos travaux ont commencé à aborder la pertinence de séjours spécifiques, par exemple la pertinence du recours aux soins de suite et réadaptation, la pertinence du recours à l'hospitalisation à domicile et même des travaux sur une pathologie spécifique, la bronchiolite, la bronchopneumopathie surinfectée et d'autres. L'ensemble de ces travaux sont fondés sur l'evidence-based medicine. Et du fait de la contrainte financière qui s'exerce sur le système, il a été nécessaire de considérer l'efficience des interventions en santé, c'est-à-dire leur pertinence médico-économique. De la même façon, certains choix de travaux sur la pertinence médicale, dans lesquels s'est engagée la Haute Autorité de Santé, ont été orientés par des enjeux économiques identifiés. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure avec cette excellente illustration, excellent exposé sur la pertinence de la césarienne programmée, mais nous l'avons également fait sur la chirurgie du canal carpien ou la chirurgie bariatrique. Ces travaux sont importants, ils doivent se développer, et comme cela a été dit, et avec toute la difficulté qu'a pointé du doigt Pierre Durieux ce matin, ils doivent faire l'objet de mesures d'impact. Mais, est-ce que nous pensons à la Haute Autorité de Santé, chez les régulateurs du système, chez les professionnels,
chez les patients, les associations de patients, est-ce que nous pensons que nous avons fait le tour de la question, par exemple, avec nos travaux sur la pertinence des actes en chirurgie bariatrique? Est-ce que nous sommes allés jusqu'au bout des enjeux de prise en charge de cette maladie chronique qu'est l'obésité? Est-ce que nous avons exploré ce qui compte en termes de résultats pour le patient obèse exposé à de multiples autres pathologies, donc de résultats sur sa santé, sur sa vie, son organisation de vie après la chirurgie? Est-ce que, plus généralement, nous sommes allés jusqu'au bout de l'évaluation du résultat à court et long terme? Probablement pas. Et il nous faut donc constater ensemble qu'il y a encore du chemin à parcourir sur les travaux sur la pertinence pour les situer au niveau du parcours et permettre d'orienter des choix d'organisation de soins à mettre au service de nos concitoyens. En fait, il y a peu de travaux en France, et peu, c'est pour pas dire pas beaucoup ou pas, peu de travaux sur la pertinence qui atteignent le champ du parcours de soins, c'est-à-dire une vision beaucoup plus globale dans l'espace du soin, dans le temps, qui permettrait de déterminer des choix à partir de résultats à attendre en termes de santé, en termes de qualité de vie pour le patient. Et nous savons pour autant que le parcours est une dimension intrinsèque de la valeur du soin, dans au moins 2 dimensions fondamentales, que sont la prévention et l'anticipation de la perte d'autonomie, et puis également l'accès à une offre de soins de qualité pour réduire les pertes de chance qui sont liées à des inégalités sociales et territoriales. Et nous savons également que cette valeur du soin, qui est multidimensionnelle, elle va jusqu'à interroger l'éthique du soin, implique la responsabilité collective des acteurs au regard de ce qui importe pour le patient. Je reviens à ce qui importe pour le patient en termes de résultats sur sa santé, de prise en charge de sa douleur, d'aptitude à suivre son traitement, de rapidité de sécurisation de son retour à domicile, de maintien de son autonomie. La responsabilité dont je parlais des acteurs du soin ou de la prise en charge, elle est liée de la pertinence des indications jusqu'à la coordination des acteurs du soin dans la chaîne du soin. Donc, c'est la responsabilité du parcours du patient ou de la personne à prendre en charge. C'est un enjeu plus composite de la valeur du soin qui est visé, et cet enjeu qui est visé doit être absolument partagé entre le patient et les professionnels de santé qui le prennent en charge. Ce partage, c'est cela qui motive les professionnels. Ce partage sur le résultat, c'est cela qui a motivé, qui va motiver davantage les professionnels à s'engager dans un travail d'évaluation des pratiques, un travail d'évaluation du résultat pour améliorer la valeur du soin. Et c'est au demeurant pour cela que la Haute Autorité de Santé tient beaucoup à ce que la pertinence des interventions soit la contribution des professionnels à l'optimisation du système de santé. L'enjeu, cela a été dit toute la matinée, est de réduire non seulement la pertinence qui est liée à l'inutilité, au gaspillage, à une mobilisation inadéquate des ressources, mais la non-pertinence qui provient d'une sous-prestation, d'une absence de prestation ou d'une prise en charge dysfonctionnelle avec un parcours erratique parce qu'elle est tout aussi néfaste en termes de résultats pour le patient qu'en termes de ressources inadéquates, voire de risques pour le patient. Cette question est encore plus aiguë aujourd'hui parce que la crise de la démographie médicale, prise au sens d'une inadaptation parfois dans certains bassins de vie d'implantation de médecins du premier recours ou de médecins spécialistes, parce que la course au volume dont il a été fait référence plusieurs fois dans la journée, dans des organisations qui sont encore des organisations de prise en charge en silo, viennent percuter des besoins d'organisation de parcours complexes liés au vieillissement et aux maladies chroniques.
Et inversement, nous sommes tous prêts, au contraire, à faire le pari que la combinaison de la pertinence des actes, des séjours, des parcours peut contribuer à un meilleur équilibre du financement du système en permettant de redéployer des marges pour des innovations technologiques, médicales ou organisationnelles. C'est donc une vision plus large, plus ambitieuse de la pertinence, une vision qui suppose que soit intégrée la culture de la pertinence dans la pratique quotidienne des professionnels de santé, dans les organisations de soins et de prise en charge. C'est une approche qui doit combiner l'efficience du système, la pertinence pour les professionnels et, comme le disait Christian, la pertinence pour les patients en intégrant leurs préférences aux résultats à court et long terme. C'est ainsi que nous devons aller collectivement plus loin. Nous avons tous à gagner d'une convergence, d'une combinaison de nos actions sur la pertinence. Nous, c'est tous, c'est les régulateurs du système de santé, les financeurs, les professionnels, les patients, la haute autorité de santé. Inversement, nous avons tout à perdre d'actions solitaires déployées sur la pertinence sans mesure globale de l'intérêt et de l'impact. Et donc, agrandir le champ de vision est une première réponse sur l'évolution de la pertinence. Cela induit en corollaire la nécessité pour la haute autorité de santé de prioriser la production d'outils de mesure de résultats pour outiller les professionnels de santé. Il nous faut davantage, plus vite, produire des indicateurs de résultats pour mesurer, évaluer, pour progresser dans la valeur du soin. Il nous faut revisiter, revisiter des méthodes d'évaluation, d'amélioration des pratiques, d'amélioration de la qualité. Et par exemple, comme la ministre nous y a invités ce matin, dans le domaine de la certification des établissements de santé, revisiter nos méthodes de travail et notamment parvenir sur ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui à élaborer avec les professionnels de santé des revues, des outils qui leur permettent d'accroître la pertinence des séjours parce que nous savons que la pertinence des séjours dans les territoires viendra accroître la pertinence des parcours. Et bien sûr, dans cette production d'outils, nous devons, haute autorité de santé, avec vous tous, être vigilants, à être lisibles, à être accessibles pour faciliter, favoriser la tâche d'évaluation des professionnels. Que seraient d'excellents travaux sur la pertinence qui ne passeraient pas la barre de la lecture et de l'appropriation? Que serait le devenir d'indicateurs de résultats qui ne seraient pas jugés crédibles, qui ne seraient pas jugés valides par les professionnels ou par les usagers? Poser la question, c'est y répondre. Je termine enfin par une dernière ouverture, celle à laquelle Lise Rochex nous a invités ou nous a incité de réfléchir tout à l'heure. Comme elle l'a dit, depuis quelques années, en France, la qualité est reconnue financièrement de façon segmentée dans le cadre d'une politique d'incitation dans les établissements de santé avec IFAC et, comme l'a dit Lise, dans la convention médicale avec les objectifs de santé publique, les consultations complexes ou des besoins de coordination. Nous savons que, Lise a donné un exemple, que d'autres pays également, sur d'autres exemples, ont initié des démarches qui permettent d'intégrer la qualité dans le processus de tarification. Pourquoi est-ce que nous n'irions pas plus loin dans la volonté de rencontre, de travail avec les financeurs du système, avec les régulateurs, avec les représentations des professionnels et des patients, pour intégrer la pertinence jusqu'au résultat pour le patient dans le financement de
l'épisode de soins, du parcours, d'un forfait pour une prestation ou même d'une population collectivement prise en charge, l'intégrer avec les outcome mesures, avec les clinical outcomes qui sont mesurés par les professionnels ou les patient reported outcomes qui sont mesurés par les patients. Autrement dit, et c'est assez large parce que l'éventail de ces modalités est assez différent, pourquoi ne pas travailler pour rémunérer la prestation de soins en tenant compte de la qualité et de la pertinence. Nous y sommes, pour nous, haute autorité de santé, favorables, parce que nous savons que par ce travail, nous aurons tous à gagner et tout à gagner, tous à gagner d'une mobilisation conjointe qui fera progresser la mesure des résultats cliniques, qui fera progresser la mobilisation des professionnels, qui fera progresser l'appropriation des patients et par là même nos propres méthodes d'amélioration de la qualité et de la sécurité qui sont un levier d'amélioration de la pertinence dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup et c'est le sujet de la table ronde. Exactement, exactement. Merci beaucoup.